Grosjean est convaincu que les pilotes Red Bull ne sont pas traités à égalité. Eh ben, je suis plutôt d'accord avec ça. Donc, je vois c'est l'intro, hein, c'est tout ce qui s'est passé. Horner a précédemment insisté sur le fait que Verstappen et Perez se verraient accorder un statut égal dans la course au titre. Mais Romain Grosjean n'est pas de cet avis. Le Français, qui pilote aujourd'hui l'IndyCar, était interrogé par la rédaction néerlandaise de GP Fans. Il est catégorique. Max est le numéro 1, Sergio est le numéro 2. C'est ainsi que Red Bull a toujours fonctionné, et toutes les communications radio que vous obtenez pendant la course, même à Bakou, où le message passé à Perez n'était pas de combat. Je veux dire, il menait la course, pourquoi ne se serait-il pas battu pour garder la tête? C'est très clair chez Red Bull. Et pour être juste, Max a fait un travail tellement incroyable pour l'équipe qu'il est plutôt normal qu'il ait la priorité. Grosjean pense que de nouvelles consignes d'équipe devraient probablement être implantées cette saison chez Red Bull pour favoriser Verstappen. Bah oui, c'est évident, ils sont pas traités à égalité. Horner ment. Et ça, c'est pas étonnant qu'Horner mente, de toute façon. C'est pas la première fois. Allez, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, une série de mesures que la F1 va adopter, ou a adopté déjà, pour réduire sa pollution. En vue d'atteindre la neutralité carbone pour 2030, l'objectif affiché, la FOM a annoncé aujourd'hui de nouveaux engagements. Pour rappel, il est déjà prévu notamment de développer un carburant 100% durable pour la nouvelle génération d'unités de puissance 2026. Un carburant qui serait réutilisable directement dans les voitures de série. La FOM a déjà apporté quelques nouveaux éclairages sur ce carburant et il serait déjà en développement. Avec le soutien des partenaires essentiels, la FIA et Aramco principalement, mais aussi bien sûr les fournisseurs de moteurs et de carburant actuels. Alors que le carburant émis à chaque course représente moins de 1% de nos émissions, le carburant durable est le domaine dans lequel la F1 peut avoir le plus grand impact sur le secteur mondial des transports, précise la FIA. Quoi de neuf alors dans l'objectif de la neutralité carbone? C'est un petit inventaire à la Prévert qui a dessiné la FIA aujourd'hui. Voici donc les principaux points. Au cours des 3 dernières années, nous avons conduit plus d'opérations à distance, ce qui nous a permis de réduire le fret. On a redessiné nos conteneurs de fret afin d'utiliser des avions plus efficients en énergie. On est passé à une énergie 100% renouvelable dans nos bureaux de F1. Nous avons pu opérer, c'est-à-dire diffuser du Grand Prix à la télé, en étant neutre en carbone à Silverstone en 2021 et nous visons à obtenir cette accréditation à nouveau en 2022, tout en appliquant les leçons apprises à d'autres courses. Nous avons obtenu la plus haute accréditation de gestion de la durabilité décernée par la FIA. Publication d'un guide à l'intention de tous les promoteurs de courses afin de les aider à adopter les meilleures pratiques pour organiser un événement durable, dans des domaines clés tels que l'énergie, le plastique et les déchets, le bien-être et la nature et les déplacements des supporters locaux. La FOM a aussi publié une liste future d'engagements. Un point central est évoqué, le regroupement géographique des courses. Oui, mais ça paraît tellement logique ça, ils auraient dû le faire dès le début. Même si évidemment avec le Covid c'était un peu moins facile. Prendre des mesures pour rajeunir notre calendrier, ce qui contribuera à améliorer la logistique du fret et des voyages. Il s'agira d'un processus continu dans les années à venir pour s'assurer que nous voyageons efficacement en tant que championnat mondial. Explorer les mesures de réduction des émissions de carbone pour les fans se rendant aux événements de la F1. Travailler avec la F2 et la F3 pour tester des carburants durables grâce à leur capacité à tester des solutions à un rythme soutenu. Partager les activités de réduction des émissions de carbone au sein de notre communauté sportive afin de s'assurer que tout le monde comprenne comment le sport au sens large s'associe pour fixer et atteindre nos objectifs net zéro. Poursuivre l'adoption d'une logistique et d'une modalité de voyage plus efficace dans les airs, en mer et sur terre. Continuer enfin à revoir nos processus en fonction de l'évolution des normes de réduction des émissions de carbone afin de nous assurer que nous sommes à l'avant-garde dans ce domaine clé. Eh ben, il y en a des choses. Bon, moi j'ai hâte de voir un peu ce que ça sera leur carburant durable, surtout qui devrait être utilisable dans les voitures de tout le monde, de monsieur et madame tout le monde, donc bon, à voir comment il sera composé et à quel prix il sera vendu surtout, avec l'essence qui a passé largement la barre des 2 € le litre, que ce soit le diesel ou l'essence d'ailleurs. En tout cas, une série de mesures, on va dire, très intéressantes et importantes pour la suite et l'avenir de la F1. Et du monde, et de la planète. Allez, je vous laisse commenter, ciao. Bon, c'est le Bernie Ecclestone Day, hein. Aujourd'hui, il n'y a que lui, en fait, en interview, là, c'est fou. Et il a déclaré à propos de Vettel, il n'est pas aussi concentré, avant, quand il gagnait des courses, il ne savait pas ce qui se passait dans le monde et il s'en souciait pas. Maintenant, il s'en soucie et il pense à l'avenir du monde. Je pense qu'il a raison, mais je pense pas qu'il devrait utiliser sa position pour cette raison. Cependant, Ecclestone a toujours confiance à la capacité du quadruple champion du monde à être un excellent pilote. Il s'agit de toutes les autres choses derrière lui qui ne facilitent pas le retour à ce qu'il était. J'aimerais le voir dans l'autre Red Bull aux côtés de Verstappen, ce serait bien pour lui aussi. Ça n'arrivera pas, ça. Hein. Je pense qu'ils sont heureux de l'avoir dans son équipe, tout le monde est heureux avec lui. La question est plutôt de savoir s'il a décidé d'être un politicien ou un pilote de Formule 1. Ah bah ça, malheureusement, on ne le saura pas avant quelques mois, je pense, le temps qu'il prenne sa décision. Est-ce qu'il va rester en F1 ou pas, Sébastien?
C'est la grande question que tout le monde se pose pour l'instant. Donc, affaire à suivre, les évos de Silverstone, comme on a vu, hein, seront très importantes, je pense, pour son choix futur. Ciao, ciao. Alors, encore Papy Ecclestone, qui devient de plus en plus sénile, hein. Directive technique de la FIA, Ecclestone crie au complot. Il pense que Mercedes a reçu l'info en privé. Selon lui, c'est Shaila Anrao, ancienne conseillère de Toto Wolff et directrice par intérim de la monoplace au sein de la FIA, qui aura informé le directeur de l'équipe, championne du monde en titre. C'est sacrément dangereux. Toto a commencé toutes ses bêtises sur la voiture qui devait changer. Elle leur a parlé de la nouvelle directive, évidemment. Elle a travaillé avec Toto pendant 2 ou 3 ans. Ça, c'est des accusations graves, hein. Ce qu'il fait là, Ecclestone, hein. Comme souvent, rien ne permet d'appuyer les propos d'Ecclestone et Wolff s'amuse d'ailleurs à des attaques à ce sujet. Je suis dans ma zone de confort, tout le monde a été contre moi toute ma vie. Mais c'est là que je fonctionne le mieux. Et si tout le monde est contre moi, ça signifie que j'ai dû trouver quelque chose. En revanche, il tient à rappeler que Rao ne brisera jamais un quelconque secret professionnel et dément donc fermement les allégations, visiblement diffamatoires de l'ancien grand agentier de la Formule 1. Premièrement, c'est une avocate d'une intégrité totale. Deuxièmement, les patrons d'équipe ont influencé leurs pilotes pour qu'ils n'admettent pas en public que le marsouinage est un problème de santé. Au moins un pilote dans chaque équipe a dit publiquement qu'il avait des douleurs, un mal de tête ou une mauvaise vision en pilotant. Les patrons font tous comme si c'était rien, c'est irresponsable. Mais Helmut Marko, consultant pour Red Bull et compatriote de Toto Wolff, pense que le sentiment anti-Wolff actuel montre simplement à quel point Niki Lauda manque à Mercedes. Ce que ne dément pas Toto Wolff, bien qu'il réponde de manière laconique. C'est Helmut, il est toujours taquin et c'est normal. C'est vrai que Niki nous manque. Il me manque en tant qu'ami, partenaire et président. Croyez-moi, je préférerais me battre avec Niki que me battre seul. Ah ouais, mais bon, pauvre Niki repose en paix, hein. Donc voilà, Ecclestone qui accuse Mercedes clairement de tricherie, hein, on va le dire. Il les accuse d'avoir eu l'info en avant-première, et donc d'avoir pu s'adapter aux directives avant les autres, grosso modo. Voilà, vous en pensez quoi de ces accusations assez graves? Ciao. Ah, une pépite. Quand Leclerc et Verstappen pensaient que Mercedes bluffait pendant les essais hivernaux. Ah, mort de rire. Alors là, l'un comme l'autre, là, vous avez tellement eu tort. Ferrari très sceptique. Si c'était la première année qu'il le faisait, alors je les croirais peut-être, avait déclaré Sainz. Ils convoquaient même des données GPS pour l'appui de ses dires, mais ils le font depuis 5 ans ou 6 ans, ils continuent à nous surprendre dès la première course, donc comme vous pouvez l'imaginer, je n'y crois pas beaucoup. Avec le GPS, on peut aussi voir ce qu'ils font. Je ne veux pas en dire plus, je pense que c'est typique de Mercedes, typique de George, il suffit de faire du battage médiatique sur les autres, puis de venir à la première course et d'exploser la concurrence. Mort de rire. Alors tes données GPS, va falloir que tu les revoies, Carlos. Hein. Charles Leclerc, aussi peut-être moins explicitement estimé que Mercedes n'avait alors pas tout montré. Nous ne voyons pas de mauvais temps autour pour l'instant, mais des temps autour qui ne veulent rien dire. Je suis sûr que Mercedes et Red Bull ont tellement plus à venir et cachent beaucoup de leur jeu pour l'instant. Binotto le 15 mars, Red Bull a une voiture très forte, mais il ne faut pas oublier Mercedes, ils vont maîtriser leurs problèmes de rebond. Comme ils ont résolu leurs problèmes l'année dernière, je compte sur eux. Ah, lui, il était peut-être un peu plus raisonnable. Hein. Il voyait déjà qu'il y avait des problèmes de rebond, effectivement. Verstappen se moquait des déclarations d'Hamilton. D'un côté, Helmut Marko avait assuré que même la Mercedes avec 0 pour tour de Bahreïn, ça lui faisait pas peur. Nous avons davantage regardé les performances sur ce deuxième test, c'était pas ainsi impressionnant chez Mercedes. Ce que Mercedes a apporté a l'air révolutionnaire, mais ce qui compte c'est le temps autour, et le principal, c'est que nous soyons à nouveau les plus rapides. Verstappen était plus sceptique sur la sincérité d'Hamilton, George Russell et consorts, tout en se demandant comment Mercedes pouvait bluffer avec un tel marsouinage. C'est difficile de juger les autres. Certaines équipes auront encore des améliorations avant la première course. Mercedes ne semble pas avoir trouvé la baguette magique avec leur ponton. Ils ont un marsouinage horrible, et ça, vous ne pouvez pas le cacher. Mais c'est une grande équipe et je suis sûr qu'ils seront dans le coup à un moment ou à un autre. C'est toujours la même histoire avec eux. Lewis ne se voit pas gagner, et quand une équipe fait un peu mieux, ils ne sont plus les favoris. Avance rapide dans une semaine. Oh, on a réussi à tout régler. Ce n'est pas normal, bravo à tout le monde dans l'usine pour ce travail incroyable. Ha! Tu t'es tellement planté, Max. Oh là là, il disait ça avec un tel aplomb en plus. L'an dernier, ils nous ont fait le même coup et ont gagné le premier Grand Prix. Bref, je n'y crois pas. Oh là là, t'es passé pour un con là, Max, quand même. Hein. J'aurais pas dire, mais bon. L'histoire aura donné réellement raison au camp de ceux qui croyaient que Mercedes était véritablement en difficulté. Certaines déclarations ont mal vieilli. Le côté positif de la chose, c'est qu'en 2023, qui sait, Mercedes aura peut-être moins de chances d'être repérée si elle venait à jouer réellement le coup de bluff. Ouais, à voir. C'est pareil, hein, dans les commentaires, il y en a plein qui disaient « Oh, il bluffe, arrêtez !» Bah voilà, non, du coup, il bluffe pas. Alors, à moins que vous pensiez encore qu'il bluffe, je peux plus rien pour vous, les gars. Allez, ciao, ciao. Des quadruples leaders, une hypothèse tenable pour la F1. Les patrons discutent calendrier et géographie. Waouh, ce serait monstrueux, des quadruples leaders, quoi. Donc 4 courses à la suite, ça veut dire.
Cette saison est un peu différente car nous avons la Coupe du Monde de foot à la fin et nous terminons un peu plus tôt que d'habitude, mais avoir 2 courses d'affilée, un week-end de repos et 2 grands prix d'affilée, un week-end de repos, c'est un bon système. Ouais, c'est pas mal. Alors, moi, je préférais 3-1, 3-1, 3-1, mais bon. Et les équipes s'adaptent à ça, mais c'est sûr, si vous terminez la saison début décembre, comme nous l'avons fait par le passé au lieu de mi-novembre, il sera également beaucoup plus facile d'éviter les triplés de course. Zach Brown, PDG de McLaren, a plaidé pour un rapprochement géographique des Grands Prix. Bon, mais ça c'est évident, tout le monde plaide pour ça. Hein. Et si les Grands Prix sont plus proches géographiquement, n'est-ce pas un argument pour en faire 4 d'affilée? Je serais surpris si nous faisions 4 cours d'affilée. Cela étant dit, tout ça dépend de la partie du monde dans laquelle vous vous trouvez. Toutes les équipes étant basées au Royaume-Uni ou en Europe, si vous avez des courses d'affilée, vous pouvez réellement rentrer chez vous entre les 2 Grands Prix. Mais si vous êtes en Asie ou quelque chose comme ça, c'est pas pareil. C'est donc quelque chose que Stefano nous a dit qu'il prenait en main. Il essaie définitivement de maximiser le calendrier. Je pense que ça aiderait beaucoup. Alors, par exemple, 4 courses d'affilée, tu peux... Alors, je sais pas s'il y aura Spa du coup l'année prochaine, mais admettons qu'il y soit. Tu fais Spa, Monza, Hollande, et à la limite tu déplaces la Hongrie, ou tu mets la France... Ouais, mais non, la France, il sera peut-être plus aussi. Non, tu pourrais faire, tu déplaces la Hongrie, quoi. Hongrie, Spa, Monza, Hollande. Pays-Bas, quoi. Ça pourrait le faire, hein. Après, ça ferait tout un mois de F1, ça serait incroyable. C'est du jamais vu. La géographie des courses est également un élément central que met en avant Jos Capito. Avoir 2 grands prix ou 3 d'affilée, c'est un problème qui doit être suffisamment différent. Qui doit être vu différemment, pardon. Comme Zach l'a mentionné, en fonction de la localisation des grands prix. S'ils sont très proches, c'est une situation complètement différente de s'ils se trouvaient dans les fuseaux horaires complètement différents. Donc s'ils sont dans des fuseaux horaires différents, c'est très dur pour l'équipe. Oui, comme Bakou, Canada, c'était un peu compliqué, hein. Sur une semaine, waouh, à ne pas refaire quand même. Hein. Si c'est le même fuseau horaire, et que la distance n'est pas si mauvaise, pas si grande, alors c'est tout à fait réalisable. Ouais, bon bah écoutez, à voir hein, ce que nous proposera le calendrier 2023. Oh, le ciel au Canada était incroyable, hein. Apocalyptique. J'ai hâte de voir en tout cas ce qu'ils vont nous pondre comme calendrier l'année prochaine. Et surtout voir quel circuit il y aura, et quel circuit il y aura plus surtout. Allez, ciao. Weber le pessimiste, voit Red Bull dominer la fin de la saison de F1. Verstappen titrer quelques courses avant Abu Dhabi. Oh là là, ça serait terrible. Ça serait terrible. J'espère que ça ne nous arrivera pas. Hein. Red Bull continuera à dominer ce championnat. Ils ont une voiture qui est très bonne au niveau de l'appui sur tous les types de pneus. C'est comme un joueur de tennis sur toutes les surfaces ou un golfeur sur tous les trous à jouer. La Red Bull sait tout faire. Red Bull a réponse à tout pour le moment. Max pourrait gagner le titre avec 3 courses encore à disputer. Je suis sûr qu'au fond d'eux, ils aiment la pression. Stratégiquement, ils sont courageux, ils sont assez libres, mais malgré la grande collection de trophées qu'ils ont, ils ne sont pas paralysés par l'analyse. Donnez-leur une tâche difficile à faire, ils s'en sortiront. Bien que Perez soit l'actuel challenger le plus proche de Verstappen, et parfois égalé et battu champion, en titre, Weber voit Verstappen surclasser assez confortablement le Mexicain tout au long de la saison. Oui, voilà, c'est un peu comme Bottas, hein, Perez finalement, sur 1 ou 2 courses, il peut battre Verstappen, quand celui-ci n'est pas au top de sa forme. Mais sur toute une saison, pareil que Bottas, il peut pas battre Verstappen, comme Bottas ne pouvait pas battre Hamilton en fait. J'aime beaucoup Sergio, mais au cours de la saison, avec le temps, Max trouvera le moyen d'accumuler de plus gros points. En Azerbaïdjan, Max a une victoire très nette. Ensuite, au Canada, il pleut, il fait sec, il fait froid, c'est délicat, mais Max, tout le week-end a été phénoménal. Donc voilà, les prédictions de Mark Webber. J'espère qu'elles seront fausses. Et vous? Ciao. Alors... Aston Martin, un bon Grand Prix Silverstone pour convaincre Vettel. Et pourquoi pas. Alors, on rappelle qu'il va y avoir de sacrées évolutions chez Aston Martin pour Silverstone. On a toujours été clair, s'il veut continuer, nous aimerions qu'il reste longtemps. Nous sommes en train de discuter, nous avons une très très bonne relation. Nous ne voulons pas fixer les détails. Il est évident qu'à un moment donné, si nous faisons trop traîner les choses, nous aurons des problèmes. Il en est conscient. Mais ce sont des discussions dignes de confiance que nous avons. De ce point de vue, tout va bien. Je pense que de toute façon, les 4 prochaines courses avant la pause estivale vont être cruciales pour Aston Martin et Vettel. Aston Martin doit amener une nouvelle Evo à Silverstone. Après les nouveautés convaincantes de Barcelone, et Crack espère que ça permettra à l'équipe de convaincre son pilote de se réengager dans un nouveau contrat. On a toujours dit que nous voulons améliorer les voitures. Je pense que Barcelone était la première étape. J'aimerais lui montrer une autre étape, et ensuite nous pourrons parler. Peut-être que son envie de le faire est un peu meilleure. Crack réfute avoir une idée de ce que Vettel décidera. Vous ne devriez pas parler de sentiments. Vous pouvez être déçu. Non, nous avons analysé tout ce que nous avons fait ici, nous travaillons dur pour Silverstone, et puis nous voyons où nous en sommes, et ensuite nous parlerons. Bon ben voilà, suspense entier, on verra ce que ça donne à Silverstone pour l'équipe Aston Martin, à domicile quand même. Ciao. Alors Ecclestone, Wolff commence à en avoir marre d'Hamilton.
Selon lui, qu'est-ce qu'il a encore dit, tonton Bernie? Toto pourrait dire à Hamilton, voici combien tu gagnes, tu vas prendre ta retraite et me donner la moitié de ce que tu aurais gagné. Toto peut aller faire l'une de ses affaires magiques, offrir à quelqu'un moins d'argent et garder 20 millions de livres. Quoi? Personne n'a besoin de le dire à Toto, car il a déjà pensé. Lewis arrêterait probablement la F1 dans ces circonstances. Ecclestone avance à l'appui d'arguments sportifs une série d'observations qui n'ont pas grand-chose à voir avec le schmilblick, qui n'ont jamais empêché Hamilton de devenir pilote le plus victorieux. Je ne sais pas ce qu'il fait à s'habiller avec, avec tous ces drôles de vêtements. Il a un accord commercial avec ça? C'est pour se faire remarquer, c'est peut-être ça. Ce qui est certain, c'est que Russell réalise un très bon début d'année. Ecclestone salue la performance du jeune pilote, mais c'est bien sûr pour mieux enfoncer Hamilton. Évidemment. Je pensais pas que Russell était aussi bon, mais il fait un excellent travail, je suis surpris. Ou est-ce que c'est Lewis qui fait un mauvais travail? Peut-être un peu des deux. Toto en a un peu marre de Lewis. Je pense pas qu'il le sait, et vous? Autrement dit, Lewis ne semble pas gêné de perdre. Ce n'est pas son genre, il a une nature compétitive, mais il prend la défaite un peu trop à la légère à mon goût. Je ne pense pas qu'il aide activement George. Je pense pas qu'il fasse quoi que ce soit, qu'il s'en soucie trop. Il n'est pas prêt à faire ce genre d'effort. Il n'est pas prêt à faire l'effort de gagner, comme il l'a fait. Mais pourquoi tant de ressentiment? De Ecclestone envers Hamilton, le non-ingénieur, dit avoir été frappé par les cris de douleur du pilote à bas coup. Ce n'est que des conneries. George est plus grand, et si ça devait arriver à quelqu'un, c'est à lui que ça serait arrivé. Il y avait un peu de Nigel Mansell dans tout ça. Au moins avec Nigel, il sortait de la voiture et se frottait la jambe gauche, comme si elle avait cassé. L'instant d'après, c'est sa jambe droite. Ben Ecclestone oublie cependant que Lewis Hamilton courait avec des réglages extrêmes à bas coup, différents de ceux de Russell. Bon, voilà. Bernie Ecclestone déteste Lewis Hamilton, je crois que c'est officiel. Hein. Alors, est-ce que c'est du racisme? Peut-être, vu son âge, vu sa sénilité. Je sais pas, moi. Hein. Ou alors, est-ce qu'il déteste sa personnalité, le pilote qu'il est, etc. Bon, il n'y a que lui qui le sait, hein, malheureusement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao. Alors, il y a eu une réunion concernant les budgets, et ils auraient trouvé un accord. Alors, voyons ce qui est marqué dans cet article. Il y a probablement environ 50% des équipes qui vont dépasser le plafond de cette année. Si ça continue comme ça, prévenez Horner. La Formule 1 donnerait de l'argent supplémentaire à toutes les équipes qui ne compteraient alors pas dans le plafond budgétaire. Cependant, le soutien serait soustrait de la distribution des revenus fournis par la FOM. Le montant serait soit de 3 millions de dollars, soit 3% du plafond actuel, soit 4,2 millions de dollars. Alfa Romeo avait rejeté une simple augmentation du plafond budgétaire au motif que certaines équipes comme Sauber, basée en Suisse, ne dépenseraient même pas 140 millions en 2022. Mais le budgétaire, c'est mon budget maximum selon Frédéric Vasseur. Alpine, l'équipe appartenant à Renault, s'était également opposée à une simple augmentation. Si tout le monde en profite dans la même mesure, nous sommes de la partie. Pour Haas, c'est aussi une bonne solution et Gunther est d'accord. Ce sera un compromis décent car les équipes qui n'atteignent pas la limite de plafond en bénéficieront également. La proposition, cependant, n'a pas encore été approuvée par le directeur général de la F1, Dominique Cali. On y réfléchit, après tout, il s'agit de notre argent qui serait distribué en avance. Oh, ok, ouais, c'est pas con. Bon, après, je doute que 3 millions ou 4,2 millions, ça suffise aux grosses équipes, mais bon, ça serait toujours mieux que rien, quoi. Qu'en pensez-vous de ce compromis, même s'il n'est pas officiel encore? Ciao. Vettel révèle souffrir d'éco-anxiété. Sébastien Vettel, incroyable. Dans un entretien au Télégraphe, le pilote Aston Martin a expliqué que son implication s'explique aussi par son degré croissant de maturité. Ce n'est pas une chose qui se fait du jour au lendemain. Ce que je suis aujourd'hui est très différent de ce à quoi je ressemblais il y a 10 ans, je vais y arriver. Mais regardez l'âge sur mon passeport. Il y a un temps et un âge pour tout. Je suis très heureux d'avoir découvert ces autres sujets car ils ont fait grandir mon univers. Il me semble maintenant très naturel d'en parler. L'histoire de l'humanité est une histoire de grandes inventions, mais aussi d'exploitation et d'injustice. Ces choses doivent être dites, car elles font partie de ce que nous sommes aujourd'hui. C'est une responsabilité, je ne dis pas aux gens d'acheter une certaine boisson ou une certaine chemise parce que cela me rendrait plus riche. Ça ne m'intéresse pas. Les droits de l'homme et la crise climatique sont plus importants que tout le reste. La naissance du dernier des 3 enfants de Vettel, Emily, en 2014, a également été un tournant. Ça vous change, mais je crois que c'est pour le mieux. Mes enfants m'ont aidé à comprendre qu'il y a tellement plus à vivre l'amour dans une autre dimension. C'est la chose la plus importante, s'occuper d'eux et faire d'eux une meilleure version de soi-même. Je suis dans une situation très privilégiée. Mon travail n'a jamais été ressenti comme un travail. Ce n'est pas normal. Je veux donc utiliser mon expérience de la vie pour aider mes enfants à être heureux dans leur vie. Donc il confirme souffrir d'éco-anxiété. Il s'en explique. Je suis pas quelqu'un d'anxieux, mais j'arrive à des moments où je suis très anxieux. Il y a un terme pour cela, l'éco-anxiété. Pendant 2 ans, la pandémie a mis beaucoup de gens dans la misère, mais elle a aussi détourné un peu l'attention de la crise climatique qui est en cours et ne s'arrêtera pas. Elle exigera davantage d'action de notre part. Nous n'avons pas de temps à perdre. Beaucoup de gens n'ont pas le luxe de se documenter sur le sujet.
La jeune génération est meilleure. Les jeunes sont beaucoup plus conscients qu'on ne le pense. Vous parlez à des enfants de 8 ans. Ils savent que les déchets sauvages sont mauvais, que les plastiques à usage unique sont mauvais. Ils vont dire la vérité sur le fait qu'une grande partie de nos vies n'est pas durable. Ouais, mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis, Vettel, mais en fait, qu'est-ce que tu fais encore en Formule 1, quoi? Enfin, je veux dire... Alors là, par contre, attendez, je l'attends au tournant, hein, parce que s'il prolonge en Formule 1, avec tout ce qu'il dit là, s'il prolonge en Formule 1 en 2023, là, désolé, mais il sera plus crédible, en fait. Il ne sera plus crédible, ce mec. Il pourra dire tout ce qu'il veut. S'il prolonge en F1 en 2023, sa crédibilité sera réduite à zéro. À mes yeux, en tout cas. Je sais pas aux vôtres ce que ça donnerait. Mais là, franchement, avec tout ce qu'il raconte, clairement, avec anxiété, là, ça y va fort, hein, quand même. Hein. Ça veut dire que le mec, il stresse pour la planète et tout, qui est lui-même pilote de F1, quoi. Alors, j'ai retrouvé une petite citation de lui aussi, en 2019. Vous savez, c'est ce fameux Grand Prix de Russie 2019, dans lequel il avait abandonné, du coup, et il avait demandé le retour du V12, des V12 en Formule 1. 2019, c'est pas si loin, hein. Le Grand Prix de Russie, c'était septembre-octobre 2019, je sais plus exactement, septembre, je crois. Donc ça fait quoi, 2 ans et demi? C'est pas si loin, hein. C'est pas si lointain, donc a priori, ils s'en foutaient un peu du climat à cette époque-là, puisque il aurait demandé quand même le retour du V12, qui est très consommateur en essence, très bruyant, très polluant, plus que le V6 turbo hybride de maintenant. Donc bon, tout ça pour dire qu'au final, Vettel, je suis d'accord avec ce qu'il dit, hein, c'est pas le problème, mais bon, il va falloir joindre les actes à la parole. Voilà ce que je dirais. Si tu te préoccupes tant du climat que ça, tu finis ta saison, ok, pas de souci. Par contre, t'arrêtes après. Eh bah oui, désolé, hein. C'est comme ça que ça marche, hein, la vie. Bon, vous en pensez quoi, vous? Ciao.